Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, aire de vendetta à Bundumpel, à Saint-Louis. Les éleveurs menacent de prendre leur revanche sur les agriculteurs. Après le meurtre d'un des leurs, la tension est à son paroxysme depuis la libération des présumés meurtriers. Le constat est implacable. Les jeunes Sénégalais manquent d'éducation en ce lundi 7 août, marquant la journée de l'éducation. Les acteurs diagnostiquent le mal et s'accordent sur un fait. Les responsabilités sont partagées et chaque membre de la société doit assumer son rôle. Une semaine après les législatives, les résultats continuent de révéler leurs secrets. Malgré une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, Macky Sall récolte moins de 50% de l'électorat et peine à convaincre les Sénégalais des centres urbains. Un dernier avertissement avant 2019, dossier à suivre dans ce 20h. Et puis Actu Région nous mènera à Louga où notre correspondant s'intéresse au patrimoine culturel de la capitale du Ndiambour. La page internationale et les sports également au menu de ce journal. Merci de vous joindre à nous. Je vous parle tout d'abord de ce drame à Saint-Louis. Un berger d'une quarantaine d'années a été mortellement poignardé au cou par des cultivateurs à hauteur du village de Bundoum. Une semaine après, un air de vendetta souffle dans la zone. Ce après la libération des supposés agresseurs. On va y revenir avec Gabriel Barbier. Dans l'actualité toujours, ce lundi 7 août est célébrée la journée mondiale de l'éducation au Sénégal. Un manque d'éducation est constaté chez de nombreux jeunes. L'Union nationale des associations de parents d'élèves et étudiants estime que les responsabilités sont partagées. Les membres de la dite structure, Cheikh Tidiane Gueye, met au banc des accusés l'État, les enseignants, les parents d'élèves, mais aussi les réseaux sociaux. Cheikh Tidiane Gueye de l'UNAPES est au micro de Rokhaya Ndour. Il y a un constat de désolation que je voudrais, n'est-ce pas, porter aux uns et aux autres. Parce qu'en tant que journée, une journée consacrée à l'éducation, je pense que ça devrait être célébré autrement que de la sorte. Aujourd'hui, tout le monde devrait être là et discuter de l'éducation, n'est-ce pas, des orientations, etc., etc. Nous pensons que l'éducation, c'est un tout. C'est l'État, c'est les parents, c'est aussi le corps enseignant, c'est les syndicats et tout. Moi, je pense qu'on a déjà diagnostiqué la question. Il est question maintenant de prendre en charge à bras le corps et d'une manière responsable les choses et faire avancer. Parce qu'un enfant reste un enfant. Si on l'inculque à bas âge, au niveau de la maison, au niveau de l'école, n'est-ce pas, il n'y a pas de raison que cet enfant-là ne soit pas conscient. Aujourd'hui, on sait que la technologie est là, à la portée des enfants. Hein, et on ne peut même plus les qualifier, les permettre, n'est-ce pas, de prendre, de faire un choix, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'un élève aujourd'hui, le choix qu'il doit faire dans la communication, ça, les éthiques, doivent être des recherches par rapport à son enseignement, par rapport à ce qu'on l'enseigne à l'école. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. Quand on rate l'éducation d'une génération, c'est la société qui en pâtit. Analyse du journaliste sociologue Patrick Gomis et estime que la famille a une part de responsabilité dans l'éducation des enfants. Ces propos sont recueillis par Safiatou Sissé au téléphone. L'éducation, d'abord, ça doit démarrer dans la famille. La famille, à la fin, c'est cette famille qui doit exercer une action généralisée sur l'individu pour augmenter les possibilités du corps, de l'intelligence et du caractère. Au sortir de la famille, l'enfant est reçu au niveau de l'école et cette école qui doit aussi assurer sa part dans l'éducation, dans la formation du citoyen. Mais aujourd'hui, notre système éducatif est confronté à d'énormes difficultés, d'énormes problèmes. Maintenant, quel modèle d'éducation, mais bien quel modèle d'école nous voulons pour pouvoir construire le Sénégalais de demain, capable partout dans le monde de compétir et d'être compétitif. Maintenant, les différentes crises qui affectent notre système éducatif
influe négativement sur la formation des élèves et de toute la société. Puisqu'en fait, c'est quand on rate la formation d'une génération, c'est la société qui en pâtit. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir sur le modèle que nous voulons pour notre école, afin de pouvoir éduquer et afin de pouvoir exercer sur les jeunes qu'on est appelés à socialiser, exercer sur eux, ça veut dire les faire partager des valeurs, des privilèges, les faire partager la culture en même temps que de transmettre les connaissances nécessaires à l'épanouissement de la personne. C'est ça le rôle de l'école. C'est en fait de transmettre des connaissances qui seront nécessaires à l'épanouissement de tous les Sénégalais et de toutes les générations. Si ce cap est raté, toute la société sénégalaise qui en pâtit. Et bonjour les dégâts et pour longtemps. Après la pomme de terre, l'oignon se fait rare à quelques jours de la Tabaski. Conséquence, le prix du kilogramme est passé du simple au double. Inquiets, les commerçants sonnent l'alerte et interpellent les autorités. Fatou Bintou Diouf a fait un tour au marché police des Parcelles Assainies. Voici son reportage. Après la pomme de terre, l'oignon se fait rare sur le marché. Une rareté qui se ressent sur le prix du kilogramme à quelques semaines de la Tabaski. Au marché police des Parcelles Assainies, les commerçants confirment. Actuellement, on achète le sac à 24 000 et le kilogramme à 475 francs. L'État doit nous aider à pouvoir importer l'oignon pour pouvoir le revendre à 600 francs. En plus de la cherté, les commerçants déplorent la qualité de l'oignon local. Les produits locaux qu'on nous impose ne sont pas de bonne qualité. Ça pourrit vite, on ne peut pas le conserver longtemps. Et les sacs vendus ne sont pas remplis. Nous appelons l'État donc. L'État doit nous aider pour pouvoir disposer de bons produits. Police a prévisionné, les ménagères ne cachent pas leur inquiétude. 1 kilo à 600, c'est trop cher pour une mère de famille. Il faut qu'il nous aide avec cette flambée de prix de l'oignon. Pour cuisiner, il va falloir au moins plus d'1 kilo à acheter. C'est très difficile, franchement. Je viens juste de discuter avec le vendeur pour la hausse du prix. Je paye 4 000 pour la moitié seulement, c'est trop. Nous déplorons le prix de l'oignon. Je demande à l'État de nous aider, car avec cette conjoncture et la fête de Tabaski qui approche, ça sera encore beaucoup trop difficile. Comme la pomme de terre, l'oignon est très utilisé par les Sénégalais, surtout pendant la Tabaski. Vendeurs et clients espèrent une baisse du prix avec la fête. Pour le moment, il va falloir se contenter de l'oignon local dont la qualité laisse à désirer selon les commerçants. Parlons politique à présent. Violence du 30 juillet à Touba. Arrêté puis libéré, le député Abdoulahat Seck Sadaga livre sa version des faits. Il dit avoir été attaqué par un groupe de jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs il a décidé de porter plainte. Abdoulahat Seck Sadaga est au micro de Mamadou Martarsar. Mais ce qui nous est arrivé, c'est très simple. Au moment de prendre le déjeuner en famille, nous avons entendu des cris. Quand nous sommes sortis, nous avons constaté qu'un groupe de jeunes nous attaquait avec des pierres, prétextant qu'il y a nos militants qui sont en train de voter à l'intérieur de mon domicile. Plus grave encore, ils entrent à l'intérieur de la maison pour nous dépouiller de tous nos biens. Ils ont emporté de l'argent estimé à plus de 7 millions. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour nous tirer d'affaire. On a même fait l'objet d'arrestations. Et après avoir fait notre déclaration, nous avons été libérés. Juste pour faire savoir à l'opinion qu'on n'a pas été à l'origine des affrontements. Nous avons agi en légitime défense. Au moment des faits, on était à l'intérieur de notre maison. Et je reconnais que j'ai brandi mon arme pour me défendre. Mais tout s'est passé dans ma propre concession, pas à l'extérieur. Nous pensons que la justice va faire son travail parce que nous avons déposé une plainte contre X. Defna plainte contre X. Parce que l'ol moi c'est mon regard. Restons à Touba. Bokk Gis Gis en l'Assemblée générale pour évaluer sa participation aux législatives du 30 juillet 2017. Les militants responsables du parti de Pape Diop se disent convaincus qu'en 2019, la défaite de Macky Sall partira de Touba. Cheikh Tidiane Dia de Bokk Gis Gis que nous écoutons. Nous ne pouvons pas vous dire à quel point nous sommes satisfaits de la population. Ça fait plus de 3 ans que nous sommes sur le terrain avec lui. Mais aujourd'hui, le résultat l'a montré. Nous allons vous dire une chose.
notre objectif, parce qu'il y a en toute chose des objectifs. Notre objectif premier, c'est de placer à la tête de ce pays soit le président Pape Diop ou bien Maître Abdoulaye Wade ou quelqu'un d'autre. Parce que le président Wade l'a dit au soir où il est venu à Touba. Il a dit que j'ai entendu les pleurs des Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Je suis venu pour tout simplement dégager celui qui est là. Et si Wade le dit, il faut lui faire confiance. Donc, nous allons travailler à partir de ce moment et pour 2019, avoir dès le premier tour un candidat de Touba et de Mbacké. C'est ça l'objectif. Mais nous sommes confiants parce que la population de Touba et de Mbacké est acquise à la cause de Maître Abdoulaye Wade. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, ici présent, fera ce qu'il vous a dit. Il fera ce qu'il vous a promis. Il va faire sienne de vos revendications, il va faire sienne de toutes vos préoccupations et ce qui est sûr et certain, il sera votre porte-parole au niveau de l'Assemblée nationale. Après avoir battu l'administrateur de l'APR dans son fief, les libéraux de Guinaw Rail Sud exigent plus de considération de la part de la direction du PDS. Ils ont battu le rappel des troupes pour célébrer leur victoire aux législatives. Le maire libéral de Guinaw Rail Sud, Ablaye Diop, s'est entretenu avec Théodore Semedo. Nous avons gagné 3 mandats, machallah, et les élections législatives aussi quand même. Bien vrai que je n'étais pas investi dans les listes, mais quand même, nous avons commencé à faire la campagne presque une semaine. Les gens ont démarré presque 10 jours après la venue du président Wade, que nous avons discuté, que j'ai décidé avec vraiment la coalition de Guinaw Rail Sud, avec les responsables, de faire la campagne et que nous avons gagné vraiment cette commune-là au la main. Parce que même après les investitures, la section était restée intacte. Alors, on a attendu vraiment la venue du président. Nous avons discuté. On a dit pourquoi nous gagnons et à chaque fois qu'on ne nous met pas. Et nous gagnons. J'étais vraiment le candidat du département de Pikine. Je l'ai été en primaire avec des collègues qui sont là dans le parti, que j'ai battu légalement. Il suffit quand même de réorganiser. Parce que quand même, il faut dire que les investisseurs se sont passés de manière un peu difficile parce que le Pikine a été très mal investi au niveau du Parti démocratique sénégalais. Donc cela nous a coûté vraiment ce qui s'est passé au département-là. Pourquoi on a fait ces investissements sans Abdoulaye Diop? Mais je suis très content parce que mes populations l'ont compris, ils m'ont donné vraiment le résultat. Dieu merci. Pour d'irrégularité, ça il faut reconnaître. Que ça soit ici, parce que je ne peux pas comprendre un Sénégalais qui a sa carte d'électeur biométrique CEDEAO, vous venez dans un brevet là où ton nom ne figure pas. Comment ils ont fait? Comment ça se passe? Vous avez, en tout cas, à Touba, à Kaolack, partout dans le Sénégal, vous voyez que vraiment il y a beaucoup d'irrégularités. Et cela a été dit depuis longtemps. Donc le ministre de l'Intérieur quand même a intérêt, et le président l'a fait quand même de revoir vraiment le système d'organisation d'élections dans ce système. Après la victoire de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Dabali, département de Nioro, Samba Sall, un des responsables locaux de l'APR, bande les muscles et tacle l'opposition. Pour lui, les adversaires de Macky Sall ne sont que de mauvais perdants. Le voici au micro de Al-Hassan Ba. La population de Dabali commune, représentée par les responsables des 22 villages ici présents, à tous ceux qui ont voté Benno Bokk Yakaar. Grâce à votre vote utile, notre commune arrive en tête avec cette belle victoire à hauteur de 84,79%. Cette victoire de Benno Bokk Yakaar illustre votre engagement sans faille derrière le président de la République, Macky Sall. Vous avez compris que c'est avec le président Macky Sall que la commune de Dabali va se construire et se développer de fort belle manière. Cette belle victoire vient encore une fois de plus mettre à l'épreuve les cytotiques et les oiseaux de mauvaise augure regroupés au sein de Manko Sankou Sénégal. Vous constatez donc ceux qui rêvent de la chute du président de la République Macky Sall en 2019 inspire pitié. Ce sont les opposants affolés, apeurés, traumatisés par les réalisations faramineuses du président de la République Macky Sall, des opposants en perte de vitesse qui savent particulièrement, comme en 2012, qu'ils seront battus à plate couture.
par le président de la République. Et je prends l'engagement ici, devant tout le monde, que le président de la République, Macky Sall, gagnera en 2019 dès le premier tour. J'en suis convaincu. Mais pour que le triomphe soit beaucoup plus éclatant, il faut que les responsables descendent davantage à la base. À Kédougou, les militants apéristes du village de Niéméniké disent accepter la défaite de Benno Bokk Yakaar avec philosophie face à la presse. Ils soutiennent avoir perdu la bataille et non la guerre. Conscients des réalisations de Macky Sall, ils promettent de le plébisciter en 2019. Abdoul Ba parle en leur nom au micro de Solibou Ramadabo. À Niéméniké, on a eu 138 voix pour l'APR, pour le Benno Bokk Yakaar, et 142 pour les autres. Ceci ne dit rien parce qu'il n'y a que 3 voix de différence qui ne représentent rien et qui est dû à beaucoup d'aléas. Un, il y a beaucoup de bulletins. On ne peut pas distinguer le candidat de son choix. 2, beaucoup de cas ne sont pas disponibles, ce qui a fait que beaucoup n'ont pas pu voter. Mais ce n'est que partie remise. Comme vous l'avez si bien dit, on a perdu la bataille et non la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est le président Macky Sall, Inch'Allah 2019, par une majorité écrasante dès le premier tour, par rapport aux enseignements continus des élections passées. C'est-à-dire qu'au niveau de Kédougou, il faudrait que les populations acceptent d'être en phase avec le pouvoir en place, ce qui manque souvent à Kédougou. Si on fait le constat, chaque fois qu'il y a les élections, on se rebelle un peu, on va vers une autre tendance qui ne mène pas, qui mène à rien. L'ambition première et sine qua non de Niéméniké et des soirs de Niéméniké, c'est réélire le président Macky Sall au premier tour en 2019 par une très grande majorité. Qu'est-ce que ce président a fait? Il a fait beaucoup de choses. Le seul que je veux dire, l'eau que nous avons ici, je ne suis pas né ici, mais dit que nous sommes là en 1975, jusqu'en 2014, on avait des problèmes d'eau. C'est seulement en 2016 que Japon catholique est venu, comme quoi que, mandaté par le gouvernement de Macky Sall, a donné Niéméniké, Mako, Maragouto, un château d'eau qui va nous servir en eau. Actuellement, ce réseau est fonctionnel, on n'a plus de problème d'eau. Actuellement, dans sous-Bretagne, nous avons l'électricité. Les panneaux sont là, posés au niveau du site identifié. Ne serait-ce que ces deux choses-là, il ne faut pas dire que Macky n'a pas fait quelque chose. Il faut parler des bourses familiales, tous les Sénégalais s'y retrouvent, tous les pauvres s'y retrouvent. Aujourd'hui, tous les parents, en 4 mois, 3-4 mois, ils vont à Kédougou prendre leur bourse familiale. C'est un acte qui est reconnaissable et qui est ressenti par toute la population, surtout au niveau de Niéméniké. Vu ces actes qu'il a posés, on ose espérer qu'à l'avenir, il faudra mieux. Voilà pourquoi nous serrons les rangs à travailler au niveau des populations, de mise dans la base, pour qu'on puisse réunir le président, pour qu'il puisse en tout cas accomplir son vœu de ce plan sénégalais. Une semaine après les législatives, les Sénégalais sont retournés dans leurs activités. Les acteurs politiques, eux, continuent d'analyser les résultats. Parmi les tendances qui se dégagent, il y a celle d'un vote important pour l'opposition dans les grandes villes, alors que la mouvance présidentielle contrôle le monde rural. Une alerte pour Macky Sall, candidat à sa propre succession, mais aussi pour l'opposition. C'est l'objet du dossier politique du lundi signé Ramatoulaye Sarr. Ce 30 juillet 2017, les urnes ont livré leur verdict sur les joutes législatives. Un verdict qui donne favorable à la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Dakar et dans plusieurs autres. 42 au total si l'on se réfère aux résultats. Même si la coalition de la mouvance présidentielle a procédé à une razzia dans beaucoup de localités du pays, il demeure tout de même qu'au niveau de certains centres urbains, le vote pour l'opposition a été massif, contrairement à celui du monde rural qui a jeté son dévolu sur Benno Bokk Yakaar. Comment expliquer un tel fait? Professeur Saliou Samb. Il faut dire que cela est une tradition électorale au Sénégal. Depuis Senghor, sous Diouf et sous Wade, les villes, les centres urbains sont plus ou moins acquis à l'opposition. Cela s'explique par beaucoup de faits. Vous savez que dans les zones rurales, il y a toujours une tradition de fidélité vis-à-vis du parti au pouvoir. Je crois que nos aînés, nos parents nous le disent. Senghor faisait toujours la razzia dans les campagnes, Abdou Diouf idem, même Abdoulaye Wade, donc Macky Sall n'a pas échappé à la tradition. Il s'y ajoute que les réalisations, c'est-à-dire le nombre de réalisations comme du gouvernement de Macky Sall, ont été notées quand même dans le monde rural. J'en veux pour preuve le PUDC, j'en veux pour preuve la couverture maladie universelle, j'en veux pour preuve les bourses familiales.
Donc voilà, autant de faits quand même qu'on ne peut pas nier et quand même qui ont poussé les populations des zones rurales à voter quand même massivement pour le pouvoir. Certains citoyens rencontrés dans les différentes artères de Dakar ont dévoilé le secret de leur vote, non sans l'expliciter. J'ai voté Benno. Dans la vie, il faut savoir faire son choix. Et Benno, je vois que ils m'ont convaincu et en plus, ils ont quelque chose à prouver dans le futur. Donc voter pour une autre personne qui doit recommencer à zéro alors qu'il est là et il a déjà commencé, moi je préfère voter avec cette personne qui continue et essayer de prouver quelque chose. Au niveau de la campagne, on a vu que les partis ont fait des porte-à-porte, on a vu que c'était plus visible là-bas qu'au niveau des villes. Parce qu'au niveau des villes, on n'a rien remarqué, on n'a rien senti, on ne sentait rien du tout vraiment. Moi j'ai voté pour Maître Abdoulaye Wade parce que c'est un choix personnel. Mais encore du fait qu'avec lui, les jeunes se retrouvaient dans la politique de développement. Le président Macky Sall, on le voit faire. Mais nous ne nous retrouverons pas dans sa gestion. Les jeunes sont laissés en rade. Encore qu'on les utilise pour des actes de violence. Je ne vous apprends rien, car vous avez suivi la campagne et tout ce qu'elle a enregistré comme violence de la part des jeunes recrutés pour cela. Vraiment, nous l'invitons à redorer le blason du Sénégal, qui n'était pas connu comme un pays violent, mais s'est toujours distingué dans l'accalmie. Selon le professeur Saliou Samb, si tant est-il que Macky Sall doit faire attention, l'opposition également doit trouver un leader fort pour fédérer toutes les forces. L'opposition a péché dans sa communication, dans sa démarche, donc dans sa stratégie globale. Parce qu'à un moment donné, il faut dire que ces leaders ont négligé le monde rural. D'ailleurs, le président Abdoulaye Wade même a beaucoup plus fait le monde rural que les autres leaders de l'opposition. Le gouvernement doit faire gaffe. Parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall se rend compte qu'il est minoritaire dans ce pays. Parce qu'il est avec un taux extraordinaire de 65%, aujourd'hui il est à moins de 50%. Donc il doit se poser des questions. Du côté de l'opposition aussi, idem. Non seulement il faut qu'il trouve un leader capable d'affronter Macky Sall, parce que jusqu'au moment où je vous parle, on ne sait pas si Karim Wade sera candidat. Jusqu'au moment où je vous parle, on ne sait pas qui sera candidat, parce que Idriss Seck a été battu à Thiès. D'autres leaders comme Malick Gakou ont connu la Bérésina. Donc il n'y a pas actuellement un leadership fort de l'opposition qui peut quand même rassembler l'essentiel des forces hostiles à Macky Sall pour aller l'affronter. À moins de 2 ans des élections locales et celles présidentielles, les citoyens invitent le chef de l'État Macky Sall et son gouvernement à prendre à bras le corps les préoccupations des populations, toutes franges confondues, ne point s'occuper de qui a voté ou non pour Benno Bokk Yakaar, mais surtout bien insérer les jeunes dans leur politique de développement afin de leur permettre de faire face à et autres aspirations. Ramatoulaye Sarr de 65% en 2012, Macky Sall et sa coalition sont passés à 62,7% en 2017. Autrement dit, plus de 50% des Sénégalais n'adhèrent pas au projet de leur président. Si l'opposition applaudit et y voit le signe annonciateur d'une chute du régime, la mouvance présidentielle met l'accent sur le nombre important de députés au sortir du 30 juillet. C'est un reportage de Abdou Khoudous Diallo. Au sortir des élections législatives, aux allures d'une campagne présidentielle, le peuple sénégalais semble envoyer des signaux forts à la classe politique, mais surtout au pouvoir avec moins de 50% de suffrages, reconnaissent certains de l'opposition. C'est juste lui dire que donc on a été déçus. De 65% à 49,48%, ça veut dire que donc le peuple a posé sur la table le papier de divorce. L'opposition s'oppose difficilement au Sénégal. Et maintenant, il s'agit maintenant tout simplement d'avoir la force vive qu'il faut pour que donc en 2019, que le peuple puisse entériner ce qui est dans son cœur. Du côté du pouvoir, c'est plutôt la majorité à l'Assemblée nationale qui compte et non les chiffres. Les Sénégalais, dans leur large majorité, ont répondu pour tous les départements du pays, quasiment à l'exception de 3, que oui, nous voulons que vous continuiez. Cela induit une perspective heureuse, parce que de consolidation des politiques publiques qui sont conduites depuis 2012,
Ça montre que les Sénégalais disent oui à la continuité de la vision du chef de l'État. Mais selon certains analystes politiques, c'est un résultat qui se justifie par une conjonction de facteurs liés à l'emploi des jeunes. Si on interroge l'histoire, on se rend compte qu'en moins d'une année, il y a une chute de près de 10 points. La jeunesse de ce pays ne se retrouve pas encore dans ce que fait le président Macky Sall. Il appartient maintenant de décrypter le message et de trouver la panacée adéquate pour ne pas arriver à ce qu'on pourrait appeler le tour de la mort, qui est synonyme du deuxième tour à la présidentielle de 2019. L'opposition est en train certainement de regretter parce qu'il fallait s'unir, c'était la voie royale pour vaincre le président Macky Sall et sa coalition. Depuis 2012, la coalition au pouvoir ne semble plus avoir le pouvoir de maintenir ses performances électorales, donc des élections législatives qui annoncent déjà les prémices de celles de 2019. La rubrique Actu Région de ce lundi parle culture et nous mène à Louga, estampillée capitale culturelle du Sénégal. À la ville des troupes, Ngalam et cercle de la jeunesse mérite-t-elle ce titre? En tout cas, si le secteur a beaucoup apporté au Djambour, les acteurs attendent encore le retour d'ascenseur, un dossier réalisé par Omar Kairé, notre correspondant permanent à Louga. La renommée culturelle de Louga n'est plus à démontrer. Ces sacres obtenus lors des compétitions nationales et internationales en sont des exemples patents, ce qui lui a valu son titre de capitale culturelle du Sénégal. Ça a été proclamé par le ministre de la Culture le 28, Mambiram Diouf, le 28 décembre 2008. J'ai dit que ce n'était pas l'objet d'un concours ou d'une sélection, c'est le ministère de la Culture qui a dû apprécier à partir d'éléments vécus à Louga. Mais au-delà de ça, il y a les événements que nous avons créés à Louga. Nous avons le festival théâtre des élèves de l'élémentaire en France et le FESTEF. Nous avons le festival international de folklore et de percussion. Donc, 15 grands événements culturels qui ponctuent les 12 mois de vie à Louga. Le soubassement même de la création de Louga est culturel. Parce que Louga est une ville à la croisée des chemins, qui abritait le Marbat, le seul grand marché au bétail du Sénégal, qui attirait même des gens venus des pays de la sous-région. Il y avait des échanges, il y a les troubadours, il y a les conteurs, des écrivains en arabe, en langue arabe, de grands disons, dépositaires de la culture wolof qui se côtoyaient au Marbat. Voilà pourquoi on disait Louga école la ko dem Marbat xam. C'est ce qui nous a valu les étapes que nous avons connues. La création du cercle de la jeunesse en 51, le Ngalam en 76-78. Aujourd'hui, Louga enregistre plus d'une vingtaine de troupes. La culture comme levier de développement, une réalité à Louga avec l'arrivée de projets structurants dans la commune comme dans le département. Ceci grâce aux artistes ressortissants du Ndiambour installés à l'étranger. La diaspora culturelle, elle est importante. Moi, je rentre d'une mission en France et en Espagne. C'est Diawarsek, notre fils, notre neveu, qui est à Madrid dans une ONG, Fondation Yehudi Menuhin. Mais c'est grâce à lui que la commune de El Boalo et la commune de Louga ont signé un protocole de coopération décentralisé le 17 juillet passé. Le FESFOP, qui a eu la chance d'avoir une radio, et un musée, et beaucoup de formations que le FESFOP a entamé ici à Louga. À part ça, le cercle de la jeunesse et d'autres compagnies qui ont fait sortir les gens pour aller en Europe. De cela, il y a des gens qui sont revenus pour construire des maisons, faire des petites et moyennes entreprises et des choses comme ça. Le soutien des autorités ne suit pas ou reste infime malgré les prouesses réalisées par les acteurs culturels. À cela s'ajoute l'absence d'infrastructures pour permettre aux artistes de mieux s'exprimer. Il y a ce problème financier sur lequel on bute chaque année. Voilà pourquoi j'en appelle, disons, le ministre de la Culture nous appuie, c'est vrai. Oui, malgré le nom
le renom, la renommée de Louga sur le plan culturel, nous n'avons même pas une salle de spectacle digne de ce nom à Louga. Même pas une salle qui puisse abriter des répétitions normales. Louga, la capitale du Ndiambour, a donné toutes les preuves d'une ville culturelle, mais qui en retour n'a pas encore reçu la place qui lui revient dans ce secteur. Développer son pays par la culture est bien possible. Et Louga, qui a donné le coup d'envoi, est seul dans cette compétition où l'aide des autorités devait servir d'aiguillon aux artistes et autres fils du Ndiambour engagés dans ce noble combat. À l'heure de la mondialisation, Louga, qui a beaucoup de choses à donner à la base, attend encore l'ascenseur de l'État pour porter plus loin les échos d'un rayonnement culturel retentissant. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Place maintenant au reportage du jour qui s'intéresse aux bonnes affaires des vendeurs de déodorants en cette période de forte chaleur, et les femmes constituent leur principale clientèle, même si les hommes aussi utilisent parfums et déodorants pour lutter contre les mauvaises odeurs dues à la canicule. Un reportage de Mamou Gassama. En cette période de forte canicule, les déodorants sont très prisés par les hommes et les femmes. Ainsi, sa vente marche à merveille si on se fie aux commerçants. En cette période de forte chaleur, les clients achètent plus de déodorants que les autres types de parfums. Vous savez, il fait très chaud, raison pour laquelle la vente des déodorants marche très bien. La majeure partie de nos clients sont des femmes. Les prix varient entre 1000 et 10 000. Les femmes en achètent beaucoup par rapport aux hommes. Ces deux consommateurs partagent les mêmes idées et demandent aux Sénégalais d'utiliser des déodorants. Utilise le déodorant en cette période de forte canicule. C'est bien de se parfumer pour ne pas déranger les autres. Il y a des gens qui ne se parfument pas et ceci n'est pas bon. La religion encourage les humains d'être propres. Vous savez maintenant, tout ce qu'aiment les femmes, les hommes l'aiment. Vous savez que l'homme aime la belle fille. Les vendeurs de déodorants et de parfums ont vu leur chiffre d'affaires en hausse en cette période de chaleur. La majeure partie de leurs clients sont des femmes. Ainsi, consommateurs et vendeurs demandent aux populations de bien veiller sur leur hygiène de vie. C'était le reportage du jour qui cède la place à l'actualité internationale. Une synthèse de Khadi Colonel Gueye. 12 personnes ont été tuées ce lundi par des balles perdues dans une vague de violence à Kinshasa, a indiqué un porte-parole de la police nationale. Des tirs ont été entendus près de la prison de Makala, cible d'une attaque qui avait conduit à l'évasion de plus de 4000 détenus en mai. 5 personnes s'évadent la veille de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'hommes qui avaient braqué un commerce il y a 3 mois en emportant une forte somme et qui venaient d'être condamnés à 20 ans de prison selon le maire. L'évasion s'est produite dimanche matin vers 10 h. Les prisonniers qui disposaient d'un pistolet ont braqué un garde pénitentiaire, lui ont pris un kalachnikov et se sont échappés de la prison sur 2 motos en tirant en l'air. 4 gardes et un civil ont été arrêtés, soupçonnés de complicité. Carla Del Ponte va quitter la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie, un geste lourd de sens de la part d'une femme engagée depuis des années dans les instances judiciaires internationales. De nationalité suisse, Carla Del Ponte fut la procureure générale des tribunaux spéciaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Elle est membre de la commission depuis 2012 et c'est l'absence de résultats qui justifie aujourd'hui sa décision.
Dans l'actualité sportive, on va parler d'abord de l'Afrobasket Dames Bamako 2017. Les Lions jouent en ouverture contre la Guinée le 19 août à 8h30 du matin. Les Lions partagent la poule B avec le Mozambique, la RDC, la Guinée, l'Égypte et le Nigeria, qui est le dernier adversaire du Sénégal. Le tirage au sort des rencontres des phases de poule de l'Afrobasket a été effectué en début d'après-midi. Et puis football, l'équipe nationale locale du Sénégal a fait match nul 1-1 face à celle du Mali ce week-end au stade Alassane Djigo. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des éliminatoires du CHAN 2018 au Kenya. L'entraîneur des Lions locaux, Moustapha Sek, est avec Théodore Semedo. En première période, quoi qu'on puisse dire, il y a eu quand même beaucoup d'hésitation. Donc, est-ce qu'il fallait centrer, est-ce qu'il fallait faire un tir? Ça s'est répété à 2 ou 3 reprises. Je pense que à ce niveau de la compétition, il y a des situations où il faut faire un choix. Soit on tire, soit on fait la passe. On va revenir là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu de très belles séquences, de très bonnes choses. Malgré qu'à un moment donné aussi, nous avons un peu souffert, c'est normal. Parce qu'il n'y avait pas des machins devant nous. Mais quoi qu'on puisse dire, il y a eu quand même des enseignements durant ce match. Et ça va nous permettre de mieux connaître le travail pour être encore très prêt le prochain match. Nafetan, le 5 septembre, a été retenu par l'ONCAV pour le démarrage des phases nationales à Dakar. D'ici là, le président de l'ONCAV espère que certains stades seront disponibles. Amadou Khan est avec Cheikh Tidiane Gomis. Compte tenu du fait que les infrastructures, certaines infrastructures de Dakar, notamment Ngalandou Diouf et Demba Diop, ne sont pas encore mises à notre disposition, compte tenu du fait que l'équipe nationale du Sénégal doit jouer le 2 et 3 jours après le 2, compte tenu du fait qu'à la fin du mois, il y aura la Tabaski, on a pensé différer le démarrage des phases nationales à partir du 5 septembre. Mais aujourd'hui, les préparatifs qu'on est en train de faire montrent réellement que nous allons vers des phases qui seront très populaires. On en vient maintenant à la revue africaine, une présentation de Safiatou Sissé. Bonsoir. Paul Kagame, 7 ans pour partir. La question barre la une de Jeune Afrique. Selon le site de l'hebdomadaire panafricain, à ce rythme-là, il risque de franchir la barre des 100%. Alors qu'en 2003 et 2010, il n'avait obtenu, si on ose dire, que 95 et 93% des suffrages exprimés. Paul Kagame a frôlé la perfection cette fois-ci au lendemain de la présidentielle du vendredi 4 août 2017. La commission électorale rwandaise a en effet proclamé les résultats dès le lendemain, créditant le président sortant de 98,6% des voix. L'indépendant Philippe Païmana est le leader du seul parti d'opposition toléré dans le pays, Franck Abineza du Parti démocratique vert, envoyé pour ainsi dire dans tous les choux, auront donc en tout et pour tout obtenu au moins de 2% des voix. Un score aussi anecdotique que prévisible comme il l'était, tout comme était aussi prévisible le score kagaméen qui est dans une certaine mesure à sa taille, vite fait, bien plié, s'exclament nos confrères. Retrait des forces françaises du Mali, un couteau à double tranchant, s'exclame Moussa Mamadou Bakayoko dans son éditorial publié sur le site Maliweb. Il soutient qu'avec la récente évolution, les violents combats entre deux groupes signataires de l'accord issu du processus d'Alger, à savoir le Gatia et la SEMA, la prise de la région de Ménéka par la SEMA, une sérieuse confusion dans la gestion de la crise au nord Mali s'est manifestée. Depuis, de plus en plus, des voix s'élèvent pour demander le retrait des forces étrangères et plus précisément françaises. Allant plus loin, l'éditorialiste souligne que le retrait ne doit pas être destiné à abandonner l'État malien à faire face seul aux terroristes. Les pays qui sont confrontés au terrorisme et au djihadisme bénéficient de l'aide des puissances étrangères tout en sauvegardant leur indépendance. Pour notre cas, aujourd'hui, l'attitude de la France montre clairement que le Mali n'est plus maître de son destin, laisse-t-il entendre. Au moment où les Maliens s'inquiètent
lutte pour leur sécurité et pour l'intégrité de leur territoire. Les Guinéens, eux, voient leur pays s'enfoncer dans la crise politique. Africa-Guinée révèle qu'en plus de son bras de fer avec l'opposition, le président Alpha Condé aura à gérer une autre crise dès son retour à Conakry. Depuis plusieurs jours, deux proches collaborateurs du chef de l'État guinéen s'affrontent par médias interposés. Mon confrère ajoute par ailleurs que Sidia Touré, actuel haut représentant du chef de l'État, et Ibrahima Kassori Fofana, ministre d'État chargé des partenaires publics-privés, ont décidé de porter les gants. Selon mon confrère Ahmad Tunkara, le numéro 1 guinéen n'est pas à sa première fois d'assister à des dissensions au sein de son propre camp. L'on se rappelle de la bataille entre Tibou Kamara et Sidia Touré. Aujourd'hui, ces deux hommes semblent avoir fumé le calumet de la paix, ce qui n'est pas le cas entre le leader de l'UFR et le patron du parti GPT. Convoqué par la justice guinéenne, le ministre d'État Tibou Kamara va livrer dans les prochains jours sa part de vérité dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. L'actuel conseiller personnel du président Alpha Condé aura certainement un argument de taille. Sa lettre de démission du gouvernement de transition dirigé par cabinet Komara à lire dans le site. IZF revient pour sa part sur le navire de militants anti-migrants bloqué au large de la Tunisie. Le C-Star, navire affrété par des militants européens d'extrême droite pour lutter contre le trafic de migrants au large de la Libye, était bloqué ce lundi au large de la Tunisie, où un puissant syndicat a appelé à empêcher son ravitaillement. À tous les agents et employés des ports tunisiens, ne laissez pas le bateau du racisme C-Star souiller les ports de Tunisie, expulsez-les comme ont fait vos frères. Azarzis et Sfax a lancé sur Facebook le syndicat UGTT, prix Nobel de la paix 2015, avec 3 autres organisations. Les militants allemands, français et italiens à bord de C-Star n'étaient pour leur part pas joignables lundi et n'ont rien communiqué sur leur situation sur les réseaux sociaux. Selon des sites de surveillance du trafic maritime, le navire était lundi à l'arrêt à la lisière des eaux tunisiennes au sud-est de Sfax. Dimanche, des pêcheurs s'étaient déjà mobilisés dans le port de Zarzis, plus au sud, contre un éventuel accostage du bateau, informe nos confrères. Nouvelle attaque de la prison de Makala repoussée, situation confuse à Kinshasa, écrit VOA Afrique. Selon des sources sécuritaires concordantes, des tirs ont été entendus ce lundi matin aux alentours de la prison de Makala à Kinshasa. Une nouvelle attaque du centre pénitentiaire aurait été repoussée, mais la situation demeure confuse dans certains quartiers de la capitale de la RDC. Ces derniers mois, des attaques se multiplient et se ressemblent à Kinshasa ou ailleurs. Moins de 3 mois après, le principal centre pénitentiaire de la capitale congolaise a été, ce lundi 7 août, la cible d'un nouvel assaut. À vos sites, très bonne lecture. Safiatou, si c'est fin de cette édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.